Allez, WWE Night of Champions 2025. C'était dans la soirée du samedi 28 juin. On était en Arabie Saoudite devant plus de 25 000 personnes, une ambiance chaude bouillante et on est surtout là pour construire le gros événement de l'été, à savoir SummerSlam, qui, comme WrestleMania, se tiendra sur 2 nuits. Et lors de Night of Champions, on ne célèbre pas véritablement les champions, étant donné qu'il n'y avait que 2 matchs de championnat. Ils ont quoi, une quinzaine de titres au total? Bah non, il n'y en avait que 2. Mais attention, Premium Live Event à 6 combats, et surtout, on va couronner les King and Queen of the Ring, et depuis l'an passé, le tournoi emblématique de WWE est devenu une clé très importante pour obtenir un title shot lors du plus gros show de l'été, à savoir SummerSlam. Alors prenez un temps avant qu'on se silence pour mettre un pouce bleu, pour vous abonner. On est parti pour cette review où il y a eu à la fois de l'excellent catch, non vraiment j'insiste, il y a eu des très bonnes choses, et aussi, bah oui comme d'habitude, du gros overbooking. Vous vous en doutiez? Hein, on commence à être habitué, hein, WWE. Oulala, la recette fonctionne toujours? Jusque quand? Allez, premier combat de la soirée, on est parti. Randy Orton contre Cody Rhodes, la finale du King of the Ring masculin. Même si en weekly, WWE n'a pu laisser qu'un seul petit segment, en plus de ça qui a connu des problèmes techniques. Pour construire ce combat entre Randy Orton et Cody Rhodes, bon bah on va pas se mentir non plus, l'histoire entre les deux, elle remonte à tellement longtemps. Elle remonte à 2007. Randy Orton, ça a toujours été le mentor de Cody Rhodes. Cody Rhodes, il a fini par s'émanciper, ils ont pris des chemins différents. Cody Rhodes, il est parti faire ses trucs, voilà, dans le circuit indépendant, l'Elite Wrestling, il est revenu et directement, on nous a fait le rapprochement Cody Rhodes-Randy Orton avec énormément de respect. Ça fait 3 ans que WWE nous présente ces deux catcheurs comme complices, respectueux l'un de l'autre. Mais attention, quand Cody Rhodes est devenu champion, on a toujours eu un Randy Orton intéressé à l'idée de le confronter pour aller lui chercher sa ceinture. Et ça, c'est assez intéressant. Cody Rhodes, il a été au sommet jusqu'à sa défaite contre John Cena à WrestleMania 41, je vous apprends rien. Cody Rhodes, il a été trop gentil, il a décidé de plus être trop gentil, et justement, Randy Orton, est-ce que t'es vraiment prêt à tout pour remporter ce match et te réhisser au sommet de la WWE et affronter John Cena ou CM Punk à SummerSlam? Et ben bingo, voilà, elle est là, l'histoire du match, et ça a été très bien raconté. Alors le public saoudien, évidemment, c'était soirée karaoké pour eux, hein, ça chante le thème de Randy Orton, ça chante le thème de Cody Rhodes, il y a une ambiance électrique, mais très vite on comprend qu'on va plus se ranger à un petit 70% derrière le vétéran, derrière la vipère, derrière le Legend Killer, et l'écriture du combat va aller totalement en sens, puisque Cody Rhodes va prendre un léger penchant heel pendant la rencontre. En fait, Randy a l'expérience, il domine les débats, il porte sa superplex assez tôt dans le combat, mais évidemment sa superplex, elle révèle encore un peu plus les gros problèmes qu'il a au niveau du dos. Cody Rhodes, il n'y a pas eu de gentleman agreement, ainsi il y a un point faible décelé chez Randy Orton, et ben il va s'y attaquer, et il s'y est attaqué de manière assez rude. Ouais, c'est un Cody Rhodes qui n'a pas hésité une seule seconde, même à porter des prises de soumission à l'aide du poteau du ring, hein, ce qui est dans les règles du catch quelque chose d'interdit, il faut disqualifier. Michel, vous êtes là? Non, il est pas là, mais c'est pas grave, vous connaissez les règles. Donc on a un Cody Rhodes qui comme ça flirte un peu avec les limites, un Randy Orton qui amorce ses comebacks, un Cody Rhodes qui l'anticipe étant donné que c'est son mentor, il le connaît très bien, et tout ce petit cheminement permet aux catcheurs de réussir à porter leurs coups les plus fatidiques, le crossroads qui n'obtient qu'un compte de 2, il y a une tentative de disaster kick ou de Cody Cutter, peu importe, qui est interceptée par Randy Orton en plein air pour un compte de 2, parce que Cody Rhodes, bah ouais, il se dégage de tout, c'est Super Cody depuis quand même quelques temps. Je rappelle juste, Cody Rhodes, depuis qu'il est revenu à la WWE, c'est seulement 3 défaites en Premium Live Event dans des combats 1 contre 1. Bon, le RKO, c'est pas le finish le plus protégé. Bon, après ce RKO, cependant, Randy Orton, ça y est, là, il commence un petit peu à lâcher les nerfs. Il y a une opportunité quelque part d'aller porter le punt, et ça va être le gros tournant du match, parce que Randy Orton va hésiter. C'est vrai qu'il a pas la même haine envers Cody Rhodes qu'il pouvait l'avoir face à Kevin Owens ou John Cena. Il hésite, et finalement, il porte pas le punt, et il se fait avoir. Ça conclut pas le match pour autant, Randy Orton va réussir à revenir, et Randy Orton va dire ok, j'ai été trop gentil une fois, désormais il est temps de revenir à l'ancien Randy Orton. Celui qui en effet peut être prêt à tout pour gagner, et il est vraiment prêt à tout à tel point qu'il va à l'extérieur du ring, il va chercher une chaise pour créer une petite distraction avec l'arbitre, qui va reposer la chaise pendant que Randy Orton est en train de dénuder le turnbuckle. Sauf que Randy Orton, voilà, il a plus l'habitude d'être un heel, bah non, ça fait longtemps quand même. Alors il cafouille, il perd du temps,
temps, et au moment d'enfoncer la tête de Cody Rhodes dans le coin dénudé du ring, et il se fait contrer, et Randy Orton, une fois de plus, se fait surprendre par un Cody Rhodes qui n'a pas peur de, comme on dit dans le milieu, pull the trigger, appuyer sur la détente. Ça balance Randy Orton dans le coin, et ça enchaîne derrière pour le Crossroads, et ça s'assure de remporter la victoire. Sur le papier, ça semblait assez logique que Cody Rhodes remporte la victoire. Derrière, il va faire au micro de Byron Saxton un gros discours de babyface, et oui, remercier tous les valeureux adversaires qu'il a battus pour arriver où il en est aujourd'hui. Ça va parler de Jey Uso en bien, ça va parler de Randy Orton en très bien. Randy Orton qu'on a vu quitter le ring de manière un petit peu déçue, et ça peut semer peut-être des petites graines pour la suite et l'évolution du personnage de Randy Orton. Attention, ça sème également d'importantes graines pour l'évolution du personnage de Cody Rhodes. Ah, c'est sûr qu'il va plus hésiter, ceinture en main, à attaquer John Cena comme il l'a fait à WrestleMania 41. C'est un Cody Rhodes qui a beaucoup plus de tripes, et c'est un terreau totalement fertile pour correctement, je trouve, faire avancer l'intrigue. Bon, évidemment, à condition que John Cena gagne dans le main event. Mais on en doute vraiment. C'est un solide 4 étoiles des familles, et même si Randy Orton a quelques limites physiques, il est toujours aussi intéressant à voir évoluer dans le ring parce que le langage corporel est toujours aussi chouette. Bon, c'est vrai, en revanche, dans les caisses passées, je mets plus beaucoup de notes au match, mais j'en mets désormais très régulièrement sur l'application Dropkick. Voilà, c'est pas un placement de produit, c'est juste une application communautaire qui vous permet de noter les matchs un petit peu à la manière de Catchbash. Je trouve que l'appli est plutôt bien foutue. Et régulièrement, quand je vois des gros événements, je fais des petites reviews et je mets des notes au match. Comme ça, si vous êtes en manque des notes que je mets à certains combats, vous pouvez aller me retrouver et suivre mon profil là-bas. Prochain combat, est-ce que le public saoudien va être tout aussi chaud pour un match qui s'apparentait un peu plus à un filler? Rhea Ripley affronte Raquel Rodriguez dans un combat street fight. Et Rhea Ripley en Arabie Saoudite, c'est un terrain conquis. Il y avait une foule très vocale pour elle, un peu moins pour Raquel Rodriguez, mais vraiment dans ce combat, Raquel Rodriguez, mon dieu, qu'est-ce qu'elle m'a surpris. C'est vrai que depuis son retour dans la compagnie, un petit peu flanquée en tant que sidekick de Liv Morgan, j'ai trouvé qu'elle avait perdu un peu de sa superbe et aussi un peu de son imposante menace. Son run de babyface dans le main roster, c'est pas fatalement très bien passé pour elle, et avec la regrettable absence de Liv Morgan, c'est l'occasion parfaite pour Raquel Rodriguez de regagner en crédibilité. Et c'est clairement ce qui s'est passé dans ce combat. Elle a clairement donné le change à une Rhea Ripley pourtant construite très forte. Il y avait pour l'ancienne championne une véritable adversité à combattre. Deux catcheuses également qui se connaissent très bien étant donné qu'elles étaient amies à l'époque du côté de NXT, et une complicité qui s'est très bien retrouvée dans le ring. Il y a eu des moments assez sauvages, c'était rude, c'était beaucoup mieux rythmé que le précédent combat entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Ah, je suis désolé, j'ai fait le SmackDown recap, je sais que vous êtes moins à l'avoir regardé, mais on saute clairement du coq à l'âne. Bon, cependant, Rhea Ripley, elle réussit à amorcer ses comebacks. Il y avait un fait de jeu qui était inévitable dans un combat sans disqualification. Raquel Rodriguez pouvait compter sur le soutien de sa nouvelle amie, la nouvelle membre. Je sais pas, elle est officiellement membre du Judgment Day désormais, Roxanne Perez. Voilà, qui est venue attaquer Rhea Ripley, mais la pauvre Roxanne Perez, elle s'est fait corriger en 2-2. Ah, ça a pas donné un avantage à Raquel Rodriguez, malheureusement. On l'a foutu dans une poubelle, on lui a shooté dedans. Et Roxanne Perez, on va totalement l'oublier pour cette fin de combat, qui va tourner à l'avantage de Rhea Ripley, qui parvient à contrer de manière plutôt chouette les tentatives de finish de la part de Raquel Rodriguez. On a installé une table sur la 3e corde, c'était assez impressionnant. On s'est fait une petite plateforme pour que Rhea Ripley puisse porter son Riptide, et c'était suffisant pour remporter la victoire. 1-2-3, victoire de Rhea Ripley qui continue son ascension, qui reprend du momentum pour potentiellement se positionner en quête du titre de la championne qui défend jamais son titre. La pauvre Io Sky. Bon, c'est l'écriture qui n'aide pas, parce que je pense que Io Sky, elle a envie de catcher Io Sky. Bah oui, on la connaît. Un peu dommage que les filles du Judgment Day soient passées un petit peu pour des peintres en fin de combat. Je pense qu'elles auront d'autres échéances importantes en vue de Evolution, notamment si WWE décide de leur donner les ceintures de championne par équipe. Roxanne Perez à la place de Liv Morgan. Il y a peut-être un truc qui va se construire avec les Bella, mais on a besoin de solidifier un maximum, je pense, cette nouvelle association Roxanne-Raquel. Et là, malheureusement, c'était pour Rhea Ripley. Alors là aussi, c'était un peu un filler et très surprenant d'avoir ce combat sur un Premium Live Event, étant donné que c'est le premier combat 1 contre 1 de Karrion Kross sur un événement de la sorte depuis 3 ans. La dernière fois, c'était également en Arabie Saoudite contre Drew McIntyre. Et ça fait plus de 6 mois que les deux hommes se tournent autour, que Karrion Kross il joue à ce petit jeu avec Sami Zayn, il veut révéler son vrai visage, c'est pas une bonne personne. Alors en effet, Karrion Kross, ça a bien fonctionné pour lui parce que tous ces petits jeux subtils avec des catcheurs en coulisses à la WWE,
WWE. Ça a entraîné pour eux des gros changements de personnalité, je pense notamment au New Day, pour qui ça a bien fonctionné sur du long terme. Mais Sami Zayn, clairement, en ce moment, c'est le personnage principal, il est dans sa quête pour aller chercher son premier championnat du monde à la WWE, et il veut faire ça de manière très propre. Il tombe souvent de cheval et il remonte, et il se laisse pas impressionner par un Karrion Kross qui, pendant le match, va bien évidemment continuer constamment de le provoquer, un gros trash talking, et un match de catch qui, au final, a pas été le plus excitant qui soit. Bon, on va mettre tout de suite fin à une rumeur, hein. Karrion Kross, il a bumpé pendant le combat, hein. Il a pas eu peur d'encaisser des coups. Même si c'est lui qui a un bon gros 75% dominé le combat, il a posé beaucoup de problèmes à Sami Zayn. Il a eu des comebacks, j'ai trouvé aussi plutôt impactants. À chaque fois que Sami tentait de faire un retour, un Sami Zayn poussé par un public saoudien avec qui il vit une osmose totalement incroyable. La Blue Thunder Bomb est insuffisante. Karrion Kross va réussir à contrer une tentative de Helluva Kick avec sa sleeper hold. Et il a travaillé hein, sur sa sleeper hold, il l'a maintenu pendant très longtemps. L'arbitre a levé le bras à plusieurs reprises de Sami Zayn qui l'a relevé avant la fameuse troisième tentative. Un truc qu'on voit moins souvent à la WWE, hein. Désormais quand il y a des prises de soumission, l'arbitre prend la décision quand un catcheur perd connaissance d'arrêter le match. Non, Sami Zayn, on a fait le vieux truc à la Hulk Hogan, on va lui lever le bras 3 fois, si à la troisième fois il reste à terre, hop il perd le match. Bah non, Sami Zayn il résiste et il va attraper la corde, et de ce fait Karrion Kross s'agace, il met des cordes à linge dans le coin, il trash talk Sami Zayn, il prend de l'élan et Sami Zayn le suit dans les cordes pour aller lui porter l'Helluva Kick. Et il faudra qu'un seul Helluva Kick hein, pour laisser Karrion Kross au sol. Victoire de Sami Zayn qui avait, je pense, besoin d'une grosse victoire pour se relancer, mais d'un autre côté, pour les gros soutiens de Karrion Kross, je pense que cette défaite pour le catcheur américain est assez décevante. Karrion Kross c'est malheureusement pas un catcheur méga bulletproof, hein, c'est peut-être une défaite qui va le rétrograder encore une fois plus bas dans la carte, ou alors il va falloir patienter les semaines à venir pour savoir où Karrion Kross va se projeter. Parce que Sami Zayn, on en reparlera, on le reverra plus tard, lui il a déjà d'autres grands projets d'amitié en vue, on en reparle tout à l'heure dans le main event. Jacob Fatu défend le championnat des États-Unis contre Solo Sikoa, un match que j'attendais tout particulièrement étant donné que c'est un programme qui dure déjà depuis très longtemps. Il y a eu un peu de révisionnisme de WWE, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos quant à l'origine de leur dissension. On s'est arrêté sur l'histoire où Solo Sikoa jalouse Jacob Fatu d'être le champion des États-Unis, alors il a mis ce titre des États-Unis en jeu. Un Solo Sikoa, on s'en doute, qui pourra compter sur l'appui d'un certain JC Matteo pour le renforcer, et un Jacob Fatu qui, depuis le dernier épisode de SmackDown, on en a longuement parlé dans le récap, peut compter désormais sur le soutien de Jimmy Uso. Bah Jimmy Uso il était pas là, et il y a absolument rien pour nous expliquer pourquoi Jimmy Uso est pas venu aider Jacob Fatu au moment où il en avait besoin, parce que vous vous en doutez, après un combat, bon voilà, c'est à l'appréciation de chacun, moi j'ai trouvé ça pas si mal étant donné que Solo Sikoa il commence à beaucoup plus trash talker ses adversaires, notamment dans des rest holds, hein. Il y a eu cette phase avec ce gros headlock où il a commencé à parler de Jacob Fatu, en fait tu m'aimes pas, en fait voilà, moi je t'ai tout donné. Et ça m'a beaucoup rappelé le Roman Reigns du début de son heel turn, le début de Roman Reigns, chef tribal, qui trash-talkait de la même manière Jey Uso avant de le rallier à sa cause. J'aime bien qu'on travaille toujours un petit peu plus cette personnalité de Solo Sikoa, même si, bon, c'est une redite clairement de ce qui s'était passé déjà il y a 3 ans, 4 ans à la WWE. Jacob Fatu peut être sur le point de capitaliser, il porte une Swanton Bomb qu'il obtient qu'à compte de 2, et c'est le moment qu'a choisi JC Matteo pour intervenir, une intervention pour, dans un premier temps, distraire l'arbitre, ce qui a permis au retour qu'on n'attendait pas fatalement à ce moment-là, étant donné qu'on attendait un autre catcheur. Voilà, je vous fais pas un dessin, c'est le running gag préféré de cette chaîne depuis bientôt 1 an. Ah non, Tonga Loa, il a fait son retour. Bah ouais, Tonga Loa qui avait été écarté après les Survivor Series pour une déchirure du triceps. Tonga Loa le GOAT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi son intervention, il a rien raté, il a porté son gros neckbreaker de la 3e corde pour aider Solo Sikoa, et cette aide sera malheureusement insuffisante. Bon, c'est peut-être là où ça a merdé Tonga Loa, il est pas assez impactant. Alors qu'est-ce qui se passe? On a une situation de 3v1, Jacob Fatu, il fait un comeback, il dive sur tout le monde, il fait un incroyable Fosbury jump là au-dessus des cordes. Ça y est, j'ai l'impression enfin qu'on va découvrir le Jacob Fatu comme il l'était dans le circuit indépendant et notamment chez MLW, hein, parce que Jacob Fatu, c'est quand même un incroyable catcheur. Là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, à part JC Matteo qui vient encore une fois détourner l'attention de l'arbitre pour permettre, après le moonsault de Jacob Fatu sur Solo Sikoa, de faire intervenir, bah oui, il est là, enfin. Ça y est, fin du running gag. Hikuleo! Enfin non,
Non, on peut plus l'appeler Hikuleo. Ah, il s'appelle vraiment Talatonga. Hein. Ah, il est grand, donc Tol, il est grand. Talatonga, voilà. Ils auraient pu l'appeler Taola Tonga, parce que son vrai nom, c'est Taoula. Mais non, on va l'appeler Talatonga, comme ça, il n'y aura pas de confusion avec des Tamatonga, c'est vraiment très simple. Eh ben, il a fait un gros impact, Hikuleo. Il a porté un gros chokeslam sur la table des commentateurs pour ruiner le pauvre Jacob Fatu. Il l'a remis dans le ring, et avec un tel impact, évidemment, Solo Sikoa allait remporter la victoire derrière, puisque l'arbitre n'a rien vu, bien évidemment. L'intervention était un petit peu longue, hein. On a quand même un petit peu abusé de la confiance arbitrale hein, sur ce coup-là. Je sais que c'est un overbooking qui va décevoir encore certaines personnes, mais je me suis dit, bon, il y a eu un overbooking là, il y en aura peut-être pas dans le main event, hein, je suis bien naïf. Mais à mon sens, la bonne personne à gagner, c'était le moment parfait pour faire briller Solo Sikoa, pour le recrédibiliser. Il est désormais champion des États-Unis, un championnat qu'il aurait dû toucher, je pense, bien plus tôt dans sa carrière. C'est vrai que ça laissera pas un très long règne pour Jacob Fatu. Derrière, je pense que l'histoire, ça va être encore les Bloodlines contre les Bloodlines, mais Jimmy Uso, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il était pas là? Expliquez-nous WWE, Jimmy Uso, c'était tout droit, là. Il pouvait venir faire le save, il pouvait, surtout qu'ils sont 4 en face, ça aurait pas été grave qu'ils tentent le save et que ça fonctionne pas, parce qu'il y a Hikuleo. Bon, curieux pour la suite, et félicitations à Solo Sikoa. Bon, même s'il a pas fait grand chose, hein, au final. Allez, finale du Queen of the Ring, qui va aller affronter soit Tiffany Stratton, soit Io Sky. Ça se joue entre Jade Cargill et l'impératrice de demain, Asuka, qui a fait un retour plutôt impactant à la WWE avec ses 2 grosses victoires pour se qualifier en finale du Queen of the Ring, et une Jade Cargill qui, en face, on le sait, est un important projet pour WWE. Alors, le Star Power, là, bah oui, le cosplay parfait de Storm dans X-Men, en plus on fait tomber de la neige en Arabie Saoudite, en même temps il prépare les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques. L'Arabie Saoudite, t'inquiète pas, il peut faire 45 degrés, s'il faut faire tomber la neige, on a acheté la neige, on peut le faire, ils peuvent tout faire. Donc il n'y a aucun monde où ça va être pour Asuka. Maintenant, ce qu'on attend dans l'écriture du match, c'est que Jade Cargill en ressort très forte, que Asuka fasse tout en son pouvoir pour crédibiliser une Jade Cargill qui est, ah ouais, souvent critiquée pour ses performances, qui est toujours considérée un peu green, alors que bon, maintenant ça va, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'elle catch quand même Jade Cargill. Et malheureusement, vous allez encore une fois dans l'écriture du combat donner du grain à moudre pour ses détracteurs, parce que bah, c'est une Asuka qui a porté 80% du match, qui avait des tricks pour contrer tous les assauts de Jade Cargill, hein, comme elle l'a dit, hein, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et ce qui est, à mon sens, encore plus regrettable, c'est qu'on avait une excellente histoire, un excellent début de match, avec un immense travail de la part de Asuka sur la jambe droite de Jade Cargill, une histoire qui a eu aucun following. Or, en plus, c'est compliqué dans un combat qui dure 8 minutes 44, bah, une fois après tous les assauts qu'elle a subis sur la jambe, Jade Cargill, elle va boiter. Non, elle fait ses carpés, elle fait ses prises ou ses tentatives de prise comme si de rien n'était. Asuka, après, elle change totalement de stratégie, elle passe sur les Asuka Lock, elle tente des Jujigatame. Attention, elle est toujours dangereuse Asuka, même si on n'y croit jamais, bah, Jade Cargill, en fait, elle va juste contrer la tentative de finish de son adversaire pour lui porter le Jaded, remporter la victoire. 1, 2, 3, on n'en parle plus, et c'est vrai que c'est, je trouve, un peu bâclé en termes d'écriture, et c'est vraiment, là, encore une fois, j'insiste les amis, c'est l'écriture du combat qui m'a déçu, pas les performances des 2 athlètes. Je rappelle qu'à la WWE, il y a des agents hein, derrière qui viennent valider justement les montages de match, et si on vient me dire qu'il n'y a aucune incohérence au fait d'avoir taffé cette jambe de Jade Cargill pour ne rien en faire plus tard dans le match, c'est vraiment que l'agent qui était derrière, il a pas fait son taf. Alors Jade Cargill, en plus de ça, ça a pas l'aider, cette victoire, elle s'est pas déroulée sans embûche, hein. Il y a eu de grosses manifestations de mécontentement de la part du public, une manifestation auquel elle a répondu dans une interview post-match au micro de Byron Saxton, qu'elle va faire taire ses détracteurs, continuer d'avancer de l'avant, une tempête approche pour SummerSlam, et en effet, en termes de storytelling, il y a un terreau plutôt très fertile là encore, pour écrire des choses avec bah, la championne Tiffany Stratton, mais surtout Naomi. Mais toujours pas le match référence pour Jade Cargill, hein. Il va falloir peut-être s'employer à nous sortir une Charlotte Flair assez vite là pour pouvoir essayer de la faire briller, lui faire raconter quelque chose d'assez solide pour la crédibiliser. Charlotte Flair, peut bien faire ça Charlotte Flair. Allez, enfin, on est parti, le main event. Ouh là là, il y en a des choses à dire sur ce main event. Bon, John Cena, CM Punk, l'histoire, Money in the Bank 2011, 15 années de rivalité. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez nostalgique, d'assez fou, hein. Dès les entrées des catcheurs, évidemment, il y a un gros climat. Il y a des très bonnes réactions cette fois-ci pour l'arrivée de CM Punk, bien meilleur que ce que j'imaginais, bien meilleur que la réception qu'il avait eue la veille du côté de SmackDown. Il y a de la hate, bien sûr, sur John Cena, mais c'est de la hate qui reste, je trouve, assez bon enfant. Ouais, étant donné que John Cena, en effet, hein, les gens kiffent le voir et
profitent justement de cette dernière apparition devant leur pays, d'applaudir justement le greatest of all time. Et vraiment, j'insiste les amis, j'ai trouvé le début de match hyper intéressant, parce que c'est un long combat, hein, vous en doutez, main event de WWE, avec le cinéma et tout ce qui va bien, ça va durer pendant 26 minutes. Bon, vraiment, au début, c'est du slow build, c'est énormément de basiques, c'est des colliers de tête, on marre dans les cordes, on se fait un coup de bélier, on fait un peu de technique sur les bras, tout ça, ça me régale. Moi, c'est vraiment le genre de catch que j'adore pour justement poser le climat, insister sur la prod, les plans de caméra, sur le regard des catcheurs, on trouve des failles dans le style de jeu de son adversaire. Par contre, CM Punk, au début de combat, il se fait totalement dominer. Ah ouais, non, il galère, hein. John Cena, il est parfaitement en place. Il y a juste une petite esquive avec une tentative de go to sleep qui fonctionnera pas, qui va faire fuir John Cena à l'extérieur du ring, et CM Punk, il se pavane. Bah oui, c'est pavané. Bon, CM Punk, il a pris l'ascendant, il a tenté de nous sortir un octopus stretch à la manière de sa femme, hein, et de Jelly, mais il l'a pas bien fait la première fois, c'était un petit peu amusant. Il s'est rattrapé un petit peu plus tard dans le combat, on va continuer de travailler. CM Punk, il passe à côté des 5 moves of doom, maintenant il se prend les coups de bélier, il se prend le 5 knuckle shuffle, et il se relève pas du tout, bon, il fait pas d'esquive. Vous l'aurez compris, on arrive très vite dans les gros trademarks, on va sortir les tentatives de finish, dont les attitudes adjustment qui vont passer, non pas par une, non pas par deux, mais même par 3 fois. Ouais, le super attitude adjustment à la fin qui a été contré, crossbody de CM Punk contré par John Cena qui roule en arrière à l'ancienne et qui reporte un attitude adjustment pour un compte de 2,99 là-dessus, magnifique. Mais c'est un CM Punk construit très fort, hein. Il s'est sorti quand même de 3 attitudes adjustment. Cena, il s'est sorti également d'un go to sleep, mais Cena, à un moment donné, bah évidemment, il va passer au plan B, il en a marre, donc on est parti pour l'overbooking, pour le grand cinéma, quand même l'appelait WWE. John Cena part chercher la ceinture à l'extérieur du ring. Alors il ramène la ceinture, il en a rien à foutre de se faire disqualifier, puisque l'arbitre, bah il est là, il assiste, il dit non John, fais pas ça, fais pas ça. Ah évidemment, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Et bah figurez-vous que John Cena, il a fait Roddy Piper, Bret Hart, WrestleMania 8, il a regardé le public et il a décidé de reposer la ceinture. Oh, le grand John Cena là, monsieur quand même. Bon, Punk en a profité, Cena s'est pas fait avoir, on a relancé les 5 moves of doom, mais le deuxième coup de bélier de John Cena va percuter l'arbitre. Bah ouais, voilà, le ref bump, ça y est, il va longuement dormir, hein, l'arbitre. Je vais pas compter les minutes, mais voilà, celui-là, il va dormir jusqu'à la fin du match. Parce qu'il va s'en passer des choses à partir de là. CM Punk va reprendre l'avantage, il va porter le go to sleep, mais bien évidemment, il y aurait pu y avoir compte de 7, compte de 8, compte de 9, compte de 10, mais il y aura pas d'arbitre pour compter. Donc CM Punk, bah il fait quoi? Il dit, bah il y a un arbitre. Alors là, WWE, je sais pas ce qu'ils foutent, hein, toujours dans la Gorilla Position, dans le local des arbitres. Tout le monde est rentré à sa case, il y a personne qui regarde les images, personne ne voit que le main event, le combat le plus important de la compagnie, bah il y a aucun arbitre pour officier. CM Punk, il appelle quelqu'un, il appelle de l'aide, et là, c'est la musique de Seth Rollins. Bah il est pas arbitre, Seth Rollins, mais Seth Rollins, il vient avec Polo, Bronson, la mallette du Money in the Bank, et là, bien sûr, CM Punk, il est dégoûté, parce que c'est son gros rival. Ah oui, celui qu'il avait oublié, là, pour partir en chasse de John Cena, CM Punk, Seth Rollins, c'est une affaire qui est pas terminée. Alors Seth Rollins, il arrive, il prend son temps. Hein. Putain, c'est pas le cash-in de WrestleMania 31. Lui, il est bien, il se dit, il y a pas d'arbitre, je vais pouvoir dérouler, je vais pouvoir tabasser tout le monde. John Cena, il dort, il s'est pris le go to sleep. On envoie Bronson Reed et Braun Breaker en amont façon rétribution. C'est vrai qu'il a fait le signe là comme ça où il ferme le poing. C'était Mustafa Ali, ça. Attention, attention. Mustafa Ali est de retour. On est 4 à avoir la ref. C'est une catastrophe. Tout le monde a oublié rétribution. Oh là là, en même temps. Hein. Et CM Punk, qui a quand même catché pendant 20 minutes, et bah Bronson Reed et Braun Breaker, ça lui fait pas peur, hein. Il arrive à les esquiver, il les envoie à l'extérieur du ring, bon il saute sur eux, il se fait contrer, et il passe à travers la table des commentateurs, gros bump, pas quand même pour CM Punk. Bah de ce fait, Seth Rollins, il a le champ libre, il a plus qu'à cueillir John Cena pour faire le tomber sur lui, profiter de cet avantage, il appelle un arbitre, parce qu'il a pas été malin Seth Rollins, au lieu de se pointer directement avec son clan, pourquoi il a pas chopé un arbitre par le callback pour qu'ils aillent ensemble et pas perdre de temps. Et voilà que Charles Robinson, à 61 ans bientôt, il est en train de taper le sprint de sa vie comme en 2008, sauf qu'il se fait intercepter par un John Cena qui vient le poncer façon Keith Lee. Charles Robinson, il a fait un vol plané, il a failli atterrir dans le pays d'à côté, attention, on va pas avoir des problèmes. John Cena, il monte dans le ring, il fait un gros nez à nez avec Seth Rollins, il est pas content. Énorme réaction du public, parce que, bah oui, c'est un John Cena babyface d'un coup qui s'offre à nous. Il fout un attitude adjustment à Rollins, Breaker et Bronson Reed, bah ils arrivent trop tard, pourtant ils étaient frais. Hop, ça tabasse John Cena, qui va faire le save pour John Cena? Bah personne, John Cena, il a plus d'amis, à part Travis Scott ou The Rock, et bah c'est Penta. Alors là, les frères, Penta, oui, lui, il a des comptes à régler avec Bronson Reed, avec Braun Breaker, mais Penta, je l'attendais pas pour venir faire le save sur John Cena. Et Penta, il se presse pas, hein. Penta, il a sa musique, on prend le temps de faire le smooth operator, là, il fait sa petite pause, c'est quoi, c'est un run-in de Jeff Hardy ou quoi? Ah, il est tellement pas pressé que c'est même Braun Breaker qui va foncer sur la rampe
d'entrée pour attaquer Penta. Pendant ce temps-là, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le ring avec John Cena et Bronson Reed, parce qu'on va vraiment se concentrer sur ce qui se passe sur ces rampes d'entrée, hein, où Bron Breakker va réussir à régler Penta. Ah, il a pas fait un run-in très efficace, alors on envoie un autre run-in. Et les Knights, pas du tout. Sami Zayn. Ah oui, Sami Zayn, le pouvoir de l'amitié, venir sauver John Cena et venir sauver Penta, j'en sais rien. Et Sami Zayn, Penta, à deux, ils arrivent quand même au bout de quelques instants à se débarrasser de Bron Breakker après un gros saut depuis le stage d'entrée de Penta sur tout le monde. Et ça y est, on revient au ring où c'est peut-être assez intéressant. Est-ce que Charles Robinson va mieux? Est-ce que le premier arbitre qui dort depuis 25 ans, il est de retour? Pas du tout, on a Bronson Reed qui est en train d'installer la carcasse de John Cena pour aller lui porter un tsunami. Et là, bah, c'est CM Punk qui vient sauver John Cena parce que bah oui, il est passé à travers une table et lui ça va mieux. Pas mal hein, CM Punk, hein, il s'est pris 3 attitude adjustment, un passage à travers une table, mais non, Seth Rollins, un attitude adjustment, il était frais comme un gardon, mais lui il dort encore. Donc bravo, CM Punk, il sauve John Cena, il se regarde, voilà, il se regarde, et CM Punk, il propose, devant une foule, les mecs, ils en peuvent plus, hein, il propose une poignée de main à John Cena, et il accepte la poignée, ils se font un câlin, non mais on a tout oublié. Alors CM Punk, il se dit, c'est super, je vais pouvoir négocier un prix Nobel, étant donné que j'ai ramené John Cena dans le droit chemin, mais pas du tout, la caméra, elle zoome sur le visage de John Cena. Façon Elimination Chamber, on comprend que John Cena, bah il est pas du tout babyface, il va tenter de mettre un coup bas à CM Punk, qui va l'anticiper pour le contrer, tenter un go to sleep, et là, Seth Rollins fait son retour, coup de mallette dans la tête de CM Punk, qui lui porte un stomp, et Seth Rollins, il était vraiment préparé comme un lapin de 3 semaines, il a totalement oublié que John Cena était encore frais, il va juste se faire envoyer à l'extérieur du ring, et pendant ce temps-là, bah, John Cena, il fait le tomber. Bah oui, parce que le premier arbitre qui dormait, ça y est, il est sorti de sa sieste, hein, comme si de rien n'était, il est venu compter 1, 2, 3. Et Paul Heyman, il retient l'arbitre, il fait quelque chose, rien du tout. Voilà, victoire de John Cena. Ah, ça a été envoyé bâclé, hein. Encore une fois, hein, ça crée des moments, ça crée des happenings, ça crée des interventions, ça crée du suspense, mais ça oublie totalement quelques notions de cohérence, et vous savez, je suis toujours pointilleux, que je suis toujours un petit peu pinaillant. Certains, même pour ça, certains me détestent pour ça, mais que voulez-vous, quand tu regardes du catch depuis plus de 35 ans comme moi, et que t'en as quand même vu beaucoup, bah à un moment donné, t'es voilà, un petit peu saoulé par certaines ficelles narratives qui pourraient être quand même bien mieux exécutées, surtout quand tu t'appelles WWE et que t'as pas véritablement d'excuses. Cependant, attention, je boude pas mon plaisir, je me suis pris au jeu, en live react, on s'est pas mal amusé sur Twitch, vous étiez nombreux, merci encore pour la force. Si on fait un peu abstraction de tout ce gros overbooking final, CM Punk, John Cena, quand ça catchait, c'était pas si mal, c'était pas pire, hein. Y a des trucs bien, il y a des trucs un petit peu plus sloppy, hein, un petit peu plus tirés par les vaches, hein. Il y a notamment, là ça me vient en tête, un neckbreaker qui était porté vraiment en slow motion, hein, pour un CM Punk qui la veille disait, alors John Cena on catch en slow motion, ah bah vous êtes tous les deux en slow-mo là. Malheureusement Seth Rollins, le génie absolu, bah son plan, il était quand même un petit peu foireux. Incroyable dernier regard de John Cena à la caméra pour se dire, vous vouliez me baiser, bah vous allez pas me baiser parce que je suis le greatest of all time et je route totalement avec ce John Cena là. Clap de fin, Arabie Saoudite, Premium Live Event, 6 combats et ça a tenu en 3 heures pile poil. Ah bah comme quoi WWE ils peuvent le faire, hein. Après voilà, à leur décharge, c'était un show sur lequel il n'y avait pas 60 000 sponsors à faire apparaître, hein, étant donné qu'il n'y a qu'un seul sponsor officiel en Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite elle-même. On referme définitivement la page de la WWE en Arabie Saoudite en 2025 pour vous rappeler qu'en 2026, il n'y aura pas un ni deux, mais bien 3 événements pour ce pays, dont notamment, et ça a été officialisé, le Royal Rumble en début d'année, un Royal Rumble qu'on pourra suivre de se faire un horaire convenable et c'est peut-être l'un des seuls avantages. Bon. Et le public il est bien. Le public saoudien, non, il donne de la voix, pas à tous les endroits, hein, mais il donne quand même beaucoup de voix, il y a souvent des excellentes ambiances. Allez, on se retrouve au courant de la semaine pour suivre hein, les pérénigrations qui vont nous amener vers Saturn's Main Event, notamment avec un Gunther contre Bill Goldberg et la construction bien sûr de SummerSlam qui arrivera très très vite juste après ça. C'est tout pour moi, tout le monde, reste fort, c'était Sturi, passez une excellente fin de week-end, merci pour la force, ciao, bye bye.